Vous voulez voir ce qui se passe quand tu veux faire ton malin et que tu brûles tout ton pognon pour impressionner des gangsters? Et ben après t'as plus rien pour tout ce qui est coiffure, tout ce qui est maquillage et hop, tu voles le poids pour boire d'une gaufrerie. Regardez-moi ça, hop! Ah putain, il est tombé bien bas quand même, le Joker. Attention, je sais pas ce qu'ils ont les super-héros en ce moment, mais ça doit être l'effet Endgame, et ils font tous bordel. Hein. On a vu Spider-Man la semaine dernière qui tabassait du pédophile, le Joker qui se la joue petite frappe, il y a même un Spider-Man qui a interrompu un match de basket. Je pense qu'ils ont un grand besoin de vacances. Donc installez-vous confortablement, hein, puisque ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. Hein. C'est le 192e JT Comics, et tout de suite on passe aux news de la semaine. On nous prend pour des cons. Bon dis donc, ça, ce sont des tétons, pas des mamelles, donc faudrait un petit peu arrêter de prendre les fans de comics pour des vaches à lait, hein, et arrêter avec toutes ces tactiques pour nous plumer. Par exemple, les variantes cover, hein, c'est au pire le moyen de te faire acheter le même comics en double ou 75 fois, hein, suivant le nombre, au mieux, quand elles sont thématisées, hein, le moyen de te faire prendre des nouvelles séries, des séries que tu suivais pas forcément à la base. Et moi je vous dis, je suis pas un faible, j'ai du mental et je vous conseille à tous de résister. Hein, notif. Ah, apparemment Marvel s'apprête à lancer 10 variantes cover dans ces séries pour célébrer les différents costumes de Spider-Man. Oh là là! Il y a le costume symbiote par Olivier Coipel, il y a le Iron Spider par Mark Brooks, le costume DFF. Ah, attendez 2 petites secondes. Voilà, c'est précommandé. Mais j'en ai pris que 9, parce que je suis pas un pigeon, hein, et que j'ai toujours détesté cette tenue furtive. On sait jamais si c'est Spider-Man ou une Clio 2 prête pour le rendez-vous tuning merguez du vendredi soir sur le parking de Leclerc. Où est-ce que j'en étais moi? Oui, les plans marketing pourris, hein, de chez Marvel et de chez DC pour te vendre des trucs, hein, genre les effets d'annonce, hein, comme on dit en Espagne, la hype building. Hein. Notification de... Ah. Tom King a déclaré qu'il allait bouleverser Batman pour au moins une génération. Oh! Alors là je me méfie, hein, parce que si on parle d'un truc comme son mariage, ça sent la plus grosse psychothérapie pour insécurité sentimentale qu'on ait jamais vu dans un comics. Oh, il dit que les 15 derniers numéros de son run vont changer le personnage peut-être à jamais, hein, il dit qu'il n'aurait jamais pensé que ça serait approuvé, vu qu'on parle d'un personnage appartenant évidemment à une corporation et surtout à l'un de leurs meilleurs personnages, les plus lucratifs. Il dit qu'il en a parlé avec DC, avec ceux qui les détiennent, c'est-à-dire la Warner, et avec ceux qui détiennent la Warner, c'est-à-dire AT&T, donc il a parlé avec le boss du boss du boss. Là ça sent le gros dossier quand même, donc je mise sur Batman qui devient trans, qui se casse au Brésil, se faire opérer et danser la samba. En attendant, je précommande, hein, je suis trop chaud. Bon, je sais plus trop ce que je disais dans ce news, mais en tout cas, collectionnez des variantes et préparez-vous à lire du gros Batman. Et 1000. On n'aura pas forcément eu les 1000 comics une fois, mais on aura au moins le comics numéro 1000 une fois, hein, puisque même si chez Marvel on est occupé à fêter le box-office d'Avengers Endgame, à préparer l'ardoise des annonces des prochains films de la phase 4, et il y en aura plein apparemment, hein, il y aura du Nova, il y aura du Eternal, il y aura, enfin ça va se préciser, et bien pour le moment on se focalise sur les comics avec malheureusement l'annulation du numéro spécial maillot de bain dont je vous parlais il y a quelques semaines. Du coup est-ce que quand on annule un spécial maillot de bain on va faire un numéro nudiste, hein, Marvel, règle 34, même combat, je sais pas. Bref, en tout cas, je connais un enfant, hein, qui a voulu, comme son cousin un petit peu rival, récupérer l'oseille de l'anniversaire. Hein, oui, puisque Marvel a vu que le Action Comics numéro 1000 s'est vendu à près de 500 000 exemplaires à le mois de sa sortie, les chiffres Diamond, que le Detective Comics numéro 1000 a fait encore mieux, hein, puisqu'il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires le mois de sa sortie selon Diamond. Du coup, ils se sont dit, on va prendre le tout premier Marvel Comics sorti en 1939, en octobre, hein, théoriquement il n'y en a eu qu'un en plus, hein, puisqu'après c'est devenu Marvel Comics Mystery, et après c'est devenu Marvel Tales. On fait le compte vite fait, on voit que ça fait Marvel Comics numéro 1000, hein, si on ne prend pas en compte le fait que ça s'est quand même arrêté en 1957, hein, le machin, du coup, c'est l'anniversaire. Ils ont appelé 80 artistes ou couples d'artistes pour faire un comics d'anthologie qui fera 80 pages et dont chaque page sera dessinée par un couple ou un artiste, et chaque page sera censée représenter une année de l'histoire de Marvel Comics. Et il y a certains noms qui sortent du lot et qui font comme beaucoup de seniors français en ce moment, hein, c'est-à-dire qui sortent de leur retraite pour reprendre le travail, hein, je pense à John Michael Straczynski, à George Perez ou encore à Walt Simonson, qui seront aux côtés, alors j'en cite que quelques-uns, hein, mais de Kelly Sue DeConnick, de Donny Cates, d'Alex Ross, de Neil Gaiman, de Cafu, de Gail Simon, de Jeff Lemire, de Jason Latour et de plein d'autres, hein. Halloween, qui lui écrira au moins 13 pages en tant que scénariste, hein, avec un artiste différent à chaque fois. Un qu'on ne verra pas en revanche, c'est le dessinateur David Aja, qui a osé critiquer le nombre d'hommes largement supérieur à celui de femmes, hein, retenu pour ce numéro d'anniversaire un petit peu patchwork, qu'il me tarde malgré tout de lire, hein, et on pourra le faire dès août prochain.
616 nuances de Moore. Spider-Man Far From Home promet d'introduire le concept du multiverse dans le Marvel Cinematic Universe, et les fans de comics n'auront pas été surpris d'entendre parler de la Terre 616 dans un clip pour promouvoir le film. D'ailleurs, les fans attentifs des films savent aussi que ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de l'univers 616 dans le MCU, puisque cette personne, dont nous n'avons toujours pas de nouvelles alors qu'il semblait quand même être une tête utile, a expliqué déjà le concept du multiverse dans Thor 2 face à un public assez ingrat, et on pouvait voir sur le tableau la mention de l'univers 616. Et moi ça me plaît puisque ça me permet de parler des comics et d'Alan Moore, puisqu'il y a deux versions qui s'affrontent. Petit 1, c'est Alan Moore qui a inventé le terme lors de son run sur Captain Britain dans les années 80, et le nombre aurait été choisi au hasard, simplement il fallait qu'il soit grand pour faire un pied de nez à DC Comics avec sa Terre 1, sa Terre 2, etc. Sauf que petit 2, le dessinateur du run, Alan Davis, dit que c'est un élément qui avait déjà été établi avec le précédent scénariste du titre, Dave Thorpe, qui a passé le relais à Alan Moore et avec qui Davis collaborait déjà, et Thorpe aurait choisi le chiffre 616 à cause de son dédain pour les super-héros américains et la proximité de 616 avec le chiffre de la bête, 666. Donc il y a ces deux versions qui coexistent dans une espèce de multivers de l'histoire Marvel, mais pour moi la version qui est idéale et celle que je retiens, c'est Alan Moore qui a inventé la Terre 616 dans les années 80 avant que l'on découvre en 2005 un vieux parchemin en Égypte qui prouve que 616 est en réalité le vrai nombre de la bête au lieu de 666, ce qui fait une preuve de plus qu'Alan Moore est un sorcier. Donc peu importe qu'un champignon ou deux de trop ait fait oublier à Alan Moore que la création n'était pas de lui, ou bien qu'Alan Davis minimise le rôle de Moore dans cette création à cause de leurs différends sur l'autorisation de publier Captain Britain pour le marché américain. Je vous laisse deviner lequel des deux n'a pas signé. Pour moi c'est cette troisième version que je retiens, d'ailleurs on reviendra sur Alan Moore un petit peu plus tard dans ce JT, puisqu'évidemment il faut qu'on parle de Watchmen. Oh oui, il faut qu'on parle. La deuxième chose marrante, c'est que ce multiverse à la Marvel s'est démocratisé grâce à la branche anglaise qui n'avait pas, ou enfin dans les conditions pour utiliser les cousins américains, les super-héros américains mainstream étaient tellement drastiques à cause des problèmes de continuité qui se sont démerdés justement en inventant un multiverse. Et cette appellation est détestée des éditeurs en chef de chez Marvel, donc Tom Brevoort, Joe Quesada, qui préfère utiliser des lettres plutôt que des chiffres, l'univers Marvel, l'univers Ultimate. Ça le dérangeait pas le 1 dans un jour de plus à Quesada. Sauf que les fans se sont tellement vite emparés de cette façon d'envisager le multivers que c'est quasi impossible de lutter, même s'ils ont essayé. Par exemple, à la fin de Secret Wars 2, on a eu une espèce de tentative à la DC de créer une Prime Earth et de plus parler de l'univers 616, mais quelques mois après, c'était de retour dans tous les comics, machin de l'univers 616, patati patata. Et maintenant que c'est devenu cinématographiquement canon, ça va être impossible de faire autrement. Alerte! Ceci n'est pas un exercice, prenez vos comics favoris et dirigez-vous dans votre bunker anti-Kevin Smith, puisque j'aurais jamais cru avoir à faire cette news un jour, mais oui, Kevin Smith a fait des bons films, oui, Kevin Smith a fait un très très bon run sur Green Arrow avec l'excellent Phil Esther. Oui, son Daredevil était assez cool, et d'ailleurs quand on lui demande, j'espère que le journaliste a mal compris, mais quand on lui demande si un jour il finira son Daredevil Bullseye qu'il avait commencé chez Marvel mais jamais terminé, il dit oui, un jour, mais avant, il travaille sur Batman Bellicosity. C'est le troisième arc, celui qui vient conclure Batman Cacophonie, dans lequel le Joker est prêt à vendre son cul, et Batman The Widening Gyre, dans lequel Batman se pisse dessus tout bonnement et tout simplement. Je vous laisse aller voir les deux, vous souvenez-vous, sur le sujet. Donc je pense qu'on sera d'accord sur le fait que Kevin Smith n'arrive pas à écrire du Batman sans le souiller, ou alors sans incorporer un million de détails qui montrent que c'est le fan le plus renseigné sur la chauve-souris, un petit peu comme dans son hommage dans Detective Comics numéro 1000, mignon mais relou. Et le pire, c'est qu'il dit dans un tweet de 2018 qu'il veut terminer ça avec son pote Walt Flanagan, aka le massacreur, celui à cause de qui le Joker aurait pu faire une émission à la con du type BFM. Neuilly 2018. Jean-Kévin Dupont a abandonné sa passion pour le cirque et a décidé de se laisser pousser une réserve de poils de couilles sous le menton. Il se fait désormais appeler Abdelkader suite à une partie de Fortnite qui, dit-il, lui aurait ouvert les yeux et poussé à rejoindre Daesh. Bref, quiconque a approuvé ce projet chez DC devrait être maudit sur 100 générations, pas moins. Fusion! Non, je ne suis pas redevenu le commis des mangas et cette news ne parlera pas de DBZ puisqu'on est plus sur de la fusion-acquisition que sur de la crypto-parade nuptiale et accouplement japonais. Éditeur Assemble, puisque Lionforge Comics et Onipress Comics ont annoncé cette semaine leur fusion aux États-Unis. On connaît moins le catalogue de Lionforge en France, mais eux nous connaissent puisqu'ils éditent chez eux aux États-Unis le Héraclès d'Edouard Cour chez Aquileos. En revanche, on connaît plutôt bien Onipress Comics puisque c'est avec eux qu'un Comics nous propose Scott Pilgrim
Grimm ou encore Rick et Morty que Bliss va nous proposer Kaiju Max ou encore qu'Aquilos nous propose Queen and Country de Greg Rucka. Évidemment la raison c'est pour avoir plus de force, plus de poids économique, d'autant que Lionforge est en business avec un studio ciné et que c'est là que se trouve le vrai pognon dans les adaptations des propriétés intellectuelles des comics. Sauf qu'après ça a commencé à parler de chercher des leviers d'amélioration de la croissance et du rendement, et ça en langage corporate ça veut dire on va virer des gens. Et ça n'a pas loupé, et entre ça et d'autres inquiétudes sur le changement éventuel de la ligne éditoriale de ces deux éditeurs qui ont toujours fait publicité de leur progressisme et qui ont toujours milité pour une meilleure représentation de la société dans leur création et parmi leurs créateurs, et bien ça a poussé certains artistes à plaider en faveur de la création d'un syndicat des auteurs et des artistes de comics. Ça, pourquoi pas. Bon, sinon on a tous connu ces potes qui t'invitent pour te dire qu'ils sont officiellement en couple alors que toi tu sais que ça fait 6 mois qu'ils s'envoient en l'air. C'est pareil pour Netflix et Dark Horse qui officialisent leur deal Prums, c'est-à-dire que c'est à Netflix que l'éditeur de Sin City, de Hellboy ou encore de Black Hammer ira proposer en premier d'adapter l'ensemble de ces nouvelles créations. Et on les avait grillés sachant qu'on avait eu droit à The Umbrella Academy ou encore Polar sur Netflix et que c'était chez Dark Horse qu'était sortie l'adaptation en comics de la série Netflix Stranger Things. Lisez, lisez et lisez, il faut que je vous dise que je ne parlerai pas en long, en large et en travers de la série Watchmen d'HBO. Ça a l'air super joli, j'adore les projets dans lesquels est impliqué Damon Lindelof, The Leftovers pour n'en citer qu'un, je n'ai aucun doute de sa sincérité, du fait qu'il adore le comics, qu'il aime beaucoup Alan Moore, qu'il aime beaucoup Dave Gibbons, mais ça sent quand même l'adaptation tellement libre, le remix tellement éloigné qu'on voit pas pourquoi forcément ça avait besoin de s'appeler Watchmen, sauf pour être vu par plus de personnes. Donc chaque fois que j'en entends parler, je pense à Alan Moore, à qui quoi qu'on pense de lui reste quand même le co-créateur de Watchmen avec Dave Gibbons et qui avait dit il y a 9 ans déjà en parlant de la DC et de Warner qu'il avait l'impression que ils avaient violé ce qu'il considère être une œuvre d'art pas si mauvaise, et croyez-moi il dit pas ça de toutes ses œuvres d'art, il a beaucoup d'ego mais c'est pas non plus un Grant Morrison, c'est-à-dire quand je l'ai déjà entendu démonter certaines de ses œuvres et pas des moindres, et il parlait il y a déjà 9 ans d'une carcasse usée et épuisée de son travail avec des préquels, des séquelles, donc moi je regarderai peut-être, mais en tout cas je ne cesserai jamais de vous conseiller le comics. Et en parlant de vous conseiller les comics, je vais faire pareil pour Hellboy puisque j'ai vu le film, alors j'ai rien compris. Moi je fais vraiment pas partie de ceux qui vénèrent le Hellboy de Del Toro car le personnage est beaucoup trop éloigné de celui que je préfère dans le comics, et là du coup je ne sais pas à qui s'adresse le film. Soit c'est pour les fans de comics, puisqu'il y a quand même un gros effort de se rapprocher de la source, comme ils disent notamment dans les histoires ou dans la composition de certains plans, mais comme ils ont gardé le Hellboy capricieux à peine un petit peu moins que celui de Del Toro et qu'ils ont gardé toutes ces histoires merdiques de la relation père-fils alors que Mignola se débarrasse de Trevor Brottenholm dans le tout premier numéro d'Hellboy, la première histoire, et bien c'est raté. Si t'ajoutes à ça un scénario aussi tremblant avec une maison qui marche sur des pieds de poulet, avec des personnages qui sont très peu caractérisés, une utilisation des musiques proche de celle de Suicide Squad et de l'humour, alors qu'ils n'ont pas compris que si je veux me faire rire avec un truc rouge et noir, soit je mate du Deadpool, soit j'écoute du Jeanne Masse, ça donne un petit massacre, bon, je suis déçu. Puis je me suis dit que c'est peut-être pour ceux qui n'avaient jamais lu de comics, donc je me suis mis à leur place, je me suis dit qu'en commençant avec The Wild Hunt, avec la chasse sauvage, qui est quand même un épisode assez ancré dans la mythologie profonde et avancée de Hellboy, c'est comme si tu t'installais dans une classe de maternelle pendant 2 heures et que tu leur faisais un cours qui couvre les bases du programme de CP jusqu'en terminale. C'est comme un câlin de Marc Dutroux, ça étouffe. Bon, et si c'était pour les fans de Del Toro, je comprends pas parce que beaucoup d'entre eux crachaient déjà sur le projet avant, sachant que ce n'était ni Del Toro ni Ron Perlman. Mais j'en dis pas plus, je consacrerai une vidéo sur Hellboy dans les prochaines semaines, on va en parler autrement si vous voyez ce que je veux dire, et donc du coup je continue de lire du Hellboy, et je vous conseille de faire la même chose, du BPRD, du Witchfinder, enfin les séries annexes aussi. Cette semaine, le ban de 90 jours que j'avais pris sur le Sculpture au point spécial Bruno Bessadi en février dernier est terminé, donc je vais pouvoir vous refaire des lives, on va refaire des Sculptures au point, d'autres lives surprises que je vous prépare, j'ai envie de faire plus de lives, mais pour l'instant c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, merci à vous qui le partagez, qui mettez des pouces bleus, qui tweetez, qui retweetez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, ou alors sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau comme tous les mardis. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et je vois tout le monde qui fait ses pronostics pour le festival de Cannes, mais souvenez-vous qu'au festival Tu Cannes, personne n'aurait imaginé que ce serait Gwen Stacy qui aurait la Palme d'Or avant Tante May. À méditer.